De toute façon, pour créer une boîte qui vaut quelque chose, il faut aider quelqu'un quelque part. Sinon, les gens ne paient pas et sinon, tu gagnes pas d'argent. Quand il y a une décision où on doit dire oui ou non, qui décide? Donc, si c'est pas du tout clair qui est le chef, on sait que ça va être une catastrophe à un moment ou à un autre. Raccourcir les boucles de feedback pour apprendre le plus vite possible, c'est extrêmement valorisant et ça, on le fait que en lançant des projets. C'est très compliqué d'ajouter de la valeur quand tu sais rien de plus que les autres. Quand on regarde des startups, c'est important de se dire ok, combien de temps elles peuvent vraiment survivre. Le vrai delta, c'est ça. Je suis avec Mathias Pastor, il est le directeur de The Family. The Family est un accélérateur pour startups européennes destiné à les aider à décoller, le tout dans une ambiance décontractée. En 2017, elle a franchi le seuil d'1 milliard d'euros sur la valorisation totale de ses startups. À l'heure de l'interview, Mathias a 21 ans et c'est beau de voir tout ce qu'il a déjà accompli. Bonne interview à toi. J'avais 15 ans. C'était vraiment quelque chose que je faisais pour m'amuser et pour avoir une bonne raison de pas travailler. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que c'était très pénible. On était 20 dans ma salle de classe, à tous prendre en note les mêmes choses que disait le prof, pour en gros avoir après les mêmes notes. Je me disais, au lieu de faire ça, on pourrait juste écouter, faire autre chose. Il y a une seule personne dans la classe qui prend les notes, on partage tout en diversifiant. Et donc j'ai créé un petit site où chaque mois, les gens devaient mettre 2 pages de notes. Et en faisant ça, ils avaient accès à la base de données de tout le monde. Concrètement, ce qui se passait, c'est que les gens partageaient des notes. Vu que j'ai commencé à l'échelle de mon lycée et que on était 2-3 copains à le faire, on se partageait les notes, on regardait pour être sûr que la qualité était bien et qu'il y avait des gens qui faisaient des choses bien. On était 250 élèves, il n'y a que 10 matières. Le marché, entre guillemets, des notes se régulait tout ça. Et du coup, en l'espace de 1 mois, non seulement j'avais les notes des gens de ma promo, mais je savais qu'en plus, l'année d'après, j'aurais accès aux notes des gens de la promo d'au-dessus. Super. Tu as développé le truc toi-même, tu avais des compétences en développement. Donc, pas particulièrement, enfin, honnêtement, il y a des sites, donc à l'époque, les meilleurs là-dessus, c'était Weebly. Maintenant, il y a Wix et Squarespace qui permettent de faire des sites en 2 secondes. C'est très facile de développer des sites en utilisant que des blocs. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Il faut juste avoir un petit peu de goût pour faire un truc joli. Après, quand ça a commencé à grandir, on a certaines notes qui avaient été vues plus de 100 000 fois. Et là, on a du coup décidé de prendre des gens qui avaient plus de talent technique. Mais pour commencer, on n'avait pas du tout de temps. À ce moment-là, est-ce que tu as des inspirations particulières d'entrepreneuriat ou pas du tout? L'idée, c'était, je trouvais ça cool que des gens servent de quelque chose que j'avais fait moi. Et moi, je trouvais ça cool de pouvoir faire autre chose que prendre des notes tout en ayant les mêmes notes à l'école. Donc, je travaillais moins en faisant plus de choses qui m'intéressent. Et au final, la vraie libération au travers de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est ça, c'est que tu travailles beaucoup sur quelque chose qui t'intéresse et ça te libère. Tu permets de te libérer du temps pour faire des choses que tu trouves cool. C'est une bonne définition de ce que c'est l'entrepreneuriat par rapport au fait que, en plus de faire un truc qui t'éclate, en plus de te sentir, entre guillemets, important d'avoir créé un outil que les autres utilisent, tu apportes une vraie valeur à... De toute façon, pour créer une boîte qui vaut quelque chose, il faut aider quelqu'un quelque part. Sinon, les gens ne paient pas et sinon, tu gagnes pas d'argent. Donc, cette espèce de vision de l'entrepreneuriat comme une façon de gagner beaucoup d'argent très vite, sans aider qui que ce soit, elle est fausse parce qu'elle peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il y a un problème théorique dans l'équation. Dans l'équation, exactement. C'est quelque chose qui est très récurrent, mais tous les exemples auxquels les gens essaient de pointer sont en fait soit faux, c'est-à-dire que les gens ont gagné de l'argent, soit une de leurs hypothèses est fausse, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont aidé des gens parce que sinon, les gens n'auraient pas payé pour utiliser le service. Moi, je venais de déménager à Londres. Un de mes meilleurs amis venait de déménager à Londres, lui, pour ses études. Il était dans une classe donc de pareil 300 personnes qui comprenaient potentiellement les problèmes auxquels il était confronté. Et il se disait, mais ça me rend fou, il y a 300 personnes dans la salle qui pourraient débugger mon programme. Et pourtant, il y a quelques barrières sociales, je peux pas le faire. Et ce serait bien s'il y avait un forum où je pouvais avoir des cours qui tapaient un petit peu. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est cool, on va faire ça, on va créer ce marché. Là, on est dans une démarche plus entrepreneuriale. Il y a de l'argent qui est directement, c'est beaucoup plus transactionnel que l'aspect un peu plus d'entraide qu'il y avait dans le premier projet. On a fait pas mal d'erreurs. Parce qu'on a décidé de lever de l'argent trop tôt, d'essayer de couvrir 15 écoles différentes d'un coup, alors qu'on aurait pu essayer de focaliser le problème directement. Mais c'est vrai que le mindset était un peu différent parce qu'on s'est dit on va construire une boîte plutôt qu'on va essayer de trouver une solution. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé une première version, donc on s'est dit ok, concrètement on va créer une marketplace, donc il faut qu'on valide le fait qu'il y ait de l'offre et qu'on valide le fait qu'il y ait de la demande. Donc l'offre pour nous c'était des étudiants à l'université qui étaient prêts à aider pour un certain prix
pour un certain tarif horaire des lycéens, des collégiens ou d'autres étudiants à l'université. Et donc, pour faire ça, on a juste fait des choses très simples. On allait sur des groupes Facebook d'étudiants à l'université. On leur a dit, est-ce que vous seriez intéressés pour recevoir des notifications pour aider des gens de façon spontanée en étant payés à peu près 30 centimes la minute, donc 18 pounds de dollars. Et en l'espace de 3 semaines, on a eu 2000 personnes qui nous ont dit oui, je suis intéressé, oui, je suis intéressé. Et ça, c'était que dans les 6 meilleures universités d'Angleterre. Donc, on s'est dit, OK, il n'y a aucun problème du côté de l'offre, il y a 2000 personnes en 2 semaines, ça nous a coûté 0, on est prêt. De l'autre côté, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on vérifie la demande. On va demander à des lycéens et des collégiens, est-ce que vous avez souvent des problèmes de façon spontanée et est-ce que ça vous serait utile, du coup, d'être en relation avec des gens un peu plus âgés que vous qui ont traversé ces moments difficiles à l'école, etc., qui pourront vous accompagner. Et on a eu, pareil, des centaines, voire même des milliers de retours positifs. On s'est dit, OK, il faut qu'on crée le marché. Un des grands problèmes, c'est qu'on n'avait pas parlé de pricing, on avait parlé du prix du côté de l'offre, mais pas du côté de la demande. Et les lycéens et les collégiens étaient très excités à l'idée d'avoir plein d'aide, mais pas du tout excités à l'idée de payer. Et donc ça, c'était une des hypothèses qui vont être un peu fatales un peu plus tard. Ce problème où les élèves le voulaient et ils trouvaient que l'aide était géniale, mais les parents trouvaient que c'était pas assez qualitatif parce qu'ils avaient l'habitude de choses qui coûtaient 4 à 5 fois plus cher. Et donc ils disaient, mais comment ça peut être le cas que eux ils font aussi bien ce que j'ai l'habitude de payer 100 livres de l'heure, pourquoi est-ce que là je le paie que 20 livres de l'heure? Et du coup, cette différence de prix faisait qu'on envoyait un signal négatif aux parents. Et donc les élèves le voulaient, mais les parents voulaient pas payer parce que c'était pas assez cher. Et donc pour plein de raisons, on a dû augmenter nos prix. Et on est passé dans une optique où la philosophie de l'entreprise ne me correspondait plus du tout. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec ce entreprise. J'ai eu un petit peu une crise existentielle à la fin de Teach. Donc, la dernière entreprise s'appelait Teach. Et je sais pas du tout ce que je veux faire. Pour moi, c'était très clair. Je terminais l'université. Après, je continue sur Teach à plein temps. Donc, j'ai décidé de travailler dans quelque chose de complètement différent, en me disant, bon, je vais aller dans une entreprise un peu plus traditionnelle. Je suis dans une entreprise que j'ai adorée, mais qui ne me correspondait pas au final. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Oussama, et j'ai réalisé que j'étais en train de faire n'importe quoi et que je voulais retourner à ce que je faisais initialement. Et surtout, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais peut-être pas fait pour être entrepreneur moi-même, parce que mes intérêts étaient un peu trop divers et que du coup, une des choses qu'on cherche constamment chez les entrepreneurs, c'est cette capacité à exécuter et à être concentré. Ce que j'arrive à faire dans des élans un peu courts, mais le commitment sur 2 ans, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, en fait, peut-être qu'au lieu de créer une entreprise moi-même et de m'y consacrer 10 ans, il vaut mieux que je me consacre à aider des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Et du coup, maintenant, ce que je fais de Family, c'est que je participe à la sélection des entreprises qui nous rejoignent. On accueille une vingtaine d'entreprises toutes les 8 semaines. Et après, on les accompagne à travers toutes les étapes de leur croissance. Donc, que ce soit leur acquisition de clients, leur levée de fonds, leur stratégie, leur recrutement, etc., etc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dedans? Ce que j'aime beaucoup, honnêtement, c'est la découverte de nouveaux marchés, de business models complètement contre-intuitifs, faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé nous, et on se dit, mais c'est trop bête, ça marchera jamais, et les entrepreneurs arrivent avec leur détermination à nous prouver qu'on a complètement tort. Ça, je trouve ça vraiment incroyable, parce que c'est très facile, surtout dans cet environnement-là, de chercher constamment à avoir ses biais confirmés. Et ce qui est incroyable avec l'entrepreneuriat, c'est que le marché est plus intelligent que moi et que n'importe quel de nous individuellement. Enfin, je pense que Oussama a déjà dû peut-être en parler, mais un des exemples les plus amusants, c'est une entreprise qui fait du gel sanitaire pour se laver les mains. Quelque chose qui se vend en gros en marque blanche depuis des années et des années. Et eux, c'est leur produit phare. Et ils vendent juste ça avec du branding très particulier. Et ils vendent, c'est une des boîtes qui performe mieux de nos portfolios. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que ce truc qui a en apparence aucun sens a marché? Parce que les fondateurs sont incroyables. Ils sont déterminés et ils arrivent à créer une culture et une marque. Ils ont réussi à créer une communauté qui est très dévouée. Et ça, ils l'ont fait parce que eux-mêmes ils sont vraiment dévoués et déterminés à créer une marque cool. Une des choses que j'adore de Family, c'est qu'on accueille des startups qui sont des stades de développement très différents. Donc on a des startups c'est 2 amis qui ont une idée et qui ont commencé, qui ont un tout petit peu de traction, mais ne savent pas trop exactement où ils vont. Et on accueille aussi des entreprises qui ont 1 an et demi, 2 ans, qui sont en train de lever de fonds et qui ont ce qu'on cherche, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas exactement la même chose à ces stades de développement différents parce que il y en a qui ont déjà un peu plus prouvé ce dont ils étaient capables de faire que les autres. Et donc du coup, je pense que la question se porte plutôt sur les gens qui viennent de commencer, parce que c'est là où on voit vraiment les qualités qu'on recherche. On veut des gens qui sont
surprenant dans le sens où ils réfléchissent pas forcément comme nous on réfléchirait. Donc, si les gens pensent exactement comme moi et que je passe une demi-heure avec eux et qu'ils me disent rien qui me surprend, où il y a aucun désaccord entre eux et moi, ça va pas forcément m'inspirer parce que, si je sais pas grand-chose sur leur marché et qu'ils m'apprennent rien sur leur marché alors que eux ils sont censés être concentrés sur leur marché, c'est qu'ils vont avoir du mal à créer une boîte que d'autres gens n'ont pas pu créer. Ils se contentent de savoir ce que tout le monde sait. Exactement. Et c'est très compliqué d'ajouter de la valeur quand tu sais rien de plus que les autres. C'est plus refléter certaines qualités de réflexion que des gens n'ont pas. Moi, j'ai pas. L'autre chose, c'est l'harmonie entre les fondateurs quand ils sont plusieurs. C'est émotionnellement extrêmement compliqué de créer une entreprise. J'ai commencé Teach avec des amis et ça s'est pas très bien passé avec tous. Et j'ai réalisé à quel point, au final, ça peut jouer à très peu de choses, de survivre ou de mourir. Il y a toujours des dynamiques de pouvoir, c'est-à-dire que nous, on a souvent des fondateurs, donc typiquement quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas encore beaucoup de traction, etc., on leur demande, c'est qui le CEO, c'est qui le chef, c'est-à-dire que quand il y a une décision où on doit dire oui ou non, qui décide? Souvent, ils nous disent, mais on n'a pas encore vraiment discuté, on est en parfaite harmonie. Mais c'est pas possible, il y a personne qui est en parfaite harmonie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va éclater et il y aura une décision qui va être existentielle pour l'entreprise, il faudra décider d'aller soit par A, soit par B. Et si c'est pas clair qui a le mot final dans cette décision-là, ça n'a aucune chance de sortir. Parce que ce qui coûte le plus cher en entrepreneuriat, surtout au début, c'est pas tant les mauvaises décisions, plus que l'indécision. C'est-à-dire que le débat interne, et nous, au final, c'est une discussion qu'on n'a jamais eue chez Teach. Je pense qu'on a pris énormément de mauvaises décisions parce que on avait ces débats internes incessants et du coup, on n'avait pas les boucles de feedback qui sont importantes pour apprendre. Et du coup, non seulement on faisait des erreurs, mais en plus, on mettait très longtemps à apprendre de nos erreurs. Donc, si c'est pas du tout clair qui est le chef, on sait que ça va être une catastrophe. Par exemple, imaginons qu'ils te répondent, ouais, mais moi, je vais prendre des décisions sur le marketing, elle va prendre la décision sur le commerce. La personne qui est CEO et qui prend la décision finale est quand même censée valoriser les expertises de chacun. C'est-à-dire que dans Teach, si la personne qui s'occupait du développement me disait, écoute, ça va être très compliqué techniquement, je pense pas que ce soit faisable en 3 mois et du coup, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse cette feature-là plutôt que cette feature-là. Je vais pas lui dire, non, tu fais la feature que tu dis est impossible. C'est-à-dire qu'il faut évidemment valoriser et prendre en compte les compétences de chacun. Encore une fois que toutes ces opinions-là ont été présentées et qu'on sait ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, combien ça va coûter, combien ça va pas coûter, etc. C'est la personne qui, au final, prend ces décisions-là. Souvent, quand les startups sont techniques, c'est important. J'ai vu Paul Graham qui avait un tweet intéressant. Donc, les startups pas techniques, donc c'est les startups qui ont besoin de recruter un technicien ou si c'est une startup financière qui a besoin de recruter quelqu'un qui a des compétences financières particulières, etc. Et il dit, une des raisons pour lesquelles les startups non techniques ont beaucoup moins de chances de survie, c'est parce qu'il y a beaucoup de startups dont la survie dépend du salaire de cette personne-là. Et donc, il donne l'exemple d'Airbnb qui, s'ils avaient eu besoin de rémunérer un technicien, ils ont 3 ans à décoller. Et donc, il dit, le vrai delta, c'est ça. Et donc, quand on regarde des startups, c'est important de se dire, OK, combien de temps elles peuvent vraiment survivre? Et donc, avoir les compétences en interne, c'est super important. En philosophie, moi, je fais 2 choses. Je fais de la logique formelle. Donc ça, c'est un petit peu comme des maths. C'est-à-dire qu'on définit des systèmes et à partir de ces systèmes, on essaie de trouver des conclusions. Donc on dit voici les règles, voici les hypothèses, et voici ce qui ensuite. En gros, on essaie de transcrire le langage en maths. Un argument très simple, c'est de dire Socrate est un homme. Ok. Tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Et donc la façon dont on va formaliser ça, c'est de dire OK, Socrate est un homme, Socrate est tel qu'il est P. Toutes les choses telles qu'elles sont P sont mortelles, donc Socrate étant P est mortel. Okay. Et donc, concrètement, ça c'est un argument très simple, mais on peut avoir des arguments de plus en plus complexes. Et donc on dit, OK, il y a certaines règles en logique qui sont valides. Si on part de ces hypothèses-là et qu'on les applique uniquement ces règles valides, est-ce qu'on arrive à une conclusion valide? Donc pourquoi c'est important et pourquoi on fait beaucoup ça? C'est parce que très souvent, on entend des gens qui nous présentent des arguments très très complexes et qui essaient de se cacher derrière cette complexité-là pour nous sortir des conclusions qui servent certains intérêts. Et l'argumentation n'est pas du tout rigoureuse. Et donc c'est une façon de vérifier. Par exemple, les politiques vont utiliser des stratégies. Les politiques, les startups qui nous pitchent, très souvent, nous on nous raconte un marché qui est très nébuleux, très compliqué à comprendre, etc. Et donc vous devez absolument croire que ce qu'on fait c'est génial. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de déconstruire cet argument-là, d'enlever tous les sous-entendus, etc. Et juste de dire, OK, cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire au plus? Elle veut dire juste ça. Et après, qu'est-ce que je peux vraiment conclure de ça? Si j'enlève toute l'interprétation. Exactement. C'est un système rigoureux de pensée
qui t'obligent à suivre certaines règles. Et elles ont beaucoup de valeur quand tu les appliques à ton raisonnement, même si tu le fais pas du tout consciemment. Le lien de causalité est Difficile à voir. difficile à voir, mais je trouve que ça structure vraiment la pensée. C'est-à-dire que ça t'oblige à dire, OK, voici les hypothèses, voici ce que j'ai le droit d'appliquer comme règle, et du coup, voici les seules conclusions que je peux en tirer. Et la deuxième chose que j'étudie, c'est l'éthique. C'est encore plus indirect, je pense, que la logique dans ce que ça m'apporte. Donc concrètement, ce qu'on essaie de faire en éthique, c'est de déterminer ce qu'est la bonne vie et comment on devrait vivre, comment on devrait se comporter avec les autres, etc. Et dans un métier qui au final est un métier complètement humain, ça revient assez important. Donc c'est quoi l'éthique pour toi? C'est une forme relativement basique de conséquentialisme, c'est-à-dire que la valeur des actes ont leurs conséquences en partie, même presque exclusivement de leurs conséquences. Et que du coup, ce qu'on doit essayer de faire, c'est avoir des actions qui optimisent l'utilité collective. Par exemple, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont les gens font de la philanthropie. Donc, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la philanthropie, on considérait juste que c'était quelque chose qu'il fallait faire pour sa communauté, etc., sans se soucier de l'impact marginal de chaque euro de dollar qu'on donne. Et il y a un grand mouvement aujourd'hui en philosophie appliquée qui cherche à augmenter l'impact des donations philanthropiques. Et comment là-dedans, tu inclus la notion des perceptions? Par exemple, il y a des personnes pour qui le fait de construire une entreprise comme Total, par exemple, ça va avoir un impact majeur et positif dans leur vision parce que ça permet de se déplacer, de voyager. Il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à ce que peut faire Total. Et d'autres personnes qui vont considérer que Total détruit la planète. Comment tu positionnes l'éthique, sachant qu'il y a les deux arguments tiennent la route? En théorie, on essaie de faire quelque chose qui est relativement objectif, c'est-à-dire que la valeur éthique de quelque chose est censée être indépendant de la personne qui évalue la situation. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de dire, OK, bah, c'est quoi les arguments? Donc, dans le cas de Total, et si on pense de façon utilitarienne, comme celle que j'ai décrit, on dit, OK, bah, c'est quoi le gain marginal d'avoir Total Dans le monde? D'avoir Total dans le monde, et on liste, on dit, OK, donc en plus, donc ça permet d'avoir du carburant pour voyager, ça emploie Tant de personnes. tant de personnes, ils paient tant d'impôts et ils donnent tant des projets philanthropiques. Après, on dit OK. Et après, il faut faire la contrefactuelle, donc c'est-à-dire, OK, s'il n'y avait pas Total, qu'est-ce qui se passerait? Bah, en vrai, s'il n'y avait pas Total, qu'est-ce qui se passerait? Juste qu'on achèterait du carburant quelque part d'autre, et etc. Là, dans la question de est-ce que Total c'est un problème? Pas vraiment. C'est censé être un guide très pratique. Donc, c'est-à-dire, ça nous dit en utilité, ça nous coûte ça. On aurait des options qui nous coûteraient ou qui nous rapporteraient plus. Du coup, il vaut mieux qu'on prenne des options. Au final, ce qu'on fait à des familles, c'est qu'on investit notre temps dans les startups. Donc, on n'investit pas du capital, ou en tout cas pas du capital tout de suite, dans les startups. Et du coup, une des grandes questions, c'est OK, on accompagne ces startups-là. Comment est-ce qu'on peut optimiser l'impact de notre temps? Et ça rejoint pas mal ce qu'on fait en utilitarianisme, qui est complètement de dire comment on va maximiser l'impact de nos donations ou l'impact de nos équipes. Donc, concrètement, l'analogie marche assez bien. On est en train de relancer à des familles Coup d'État en ce moment, qui est une école pour essayer d'apprendre aux enfants ce que l'école ne leur apprend pas vis-à-vis de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de leur présenter des entrepreneurs qui ont réussi des projets et eux-mêmes, donc de les aider à créer leur propre projet. Et après, tous les autres qui malheureusement ne pourront pas nous rejoindre à Coup d'État, ce que je leur dirais, c'est qu'il faut essayer plein de choses. Il y a une espèce de culture de l'échec en ce moment que j'aime pas trop parce que l'échec, c'est pas cool, c'est douloureux de perdre. Donc moi, ma deuxième entreprise, concrètement, je considère qu'elle a terminé par un échec et c'était pas du tout une expérience cool que de perdre. Mais c'était extrêmement valorisant parce que j'ai énormément appris. Et du coup, raccourcir les boucles de feedback pour apprendre le plus vite possible, c'est extrêmement valorisant. Et ça, on le fait que en lançant des projets. Donc, moi, j'essaie de lancer un projet par mois. C'est-à-dire, ils sont presque tous morts pour l'instant. Mais à chaque fois que je lance un, j'apprends énormément. Par exemple, ça peut être quoi? Là, il y a quelques mois, j'ai réalisé qu'il y avait des assets, comment on appelle ça, les crypto-monnaies étaient valorisées différemment sur différentes plateformes. Donc je me suis dit, mais c'est ridicule. Et pire, donc elles étaient valorisées différemment entre différentes plateformes et valorisées différemment entre différentes devises. Donc c'est-à-dire que j'achète des bitcoins en euros ou en dollars, je peux les acheter à des prix différents. Donc je pouvais acheter des bitcoins en euros, les revendre en dollars et je gagnais de l'argent. Et ça me rendait fou parce que je me disais, mais je peux faire ça toute la journée, j'en gagnerais beaucoup plus d'argent qu'en travaillant normalement. Et pourquoi je crée pas un bot? Donc je me suis dit, ok, je vais essayer de créer un bot qui achète des bitcoins en euros, les revend en dollars, et moi j'y retravaille, et pendant ce temps, le bot, il fera cette traite. En fait, j'ai réalisé, en essayant de faire le bot, qu'une des raisons pour lesquelles il y avait cette inégalité, c'est parce que
plateforme d'échange entre deux crypto-monnaies était pas du tout assez sophistiquée et robuste aujourd'hui pour permettre ce genre d'échange. Et que donc c'était impossible de faire l'arbitrage. Et que la raison pour laquelle il y avait l'arbitrage, c'est parce que c'était juste des contraintes de liquidité, etc. Bref. J'ai appris plein de choses sur les crypto-monnaies, sur les plateformes. Et donc j'ai gagné en euros zéro, même si ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai perdu sur les trades. Mais j'ai appris énormément sur une nouvelle industrie. Concrètement, je connaissais pas grand monde en crypto avant. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer des gens en crypto. J'ai lu énormément sur des technologies qui sont un peu tangentielles parce que, effectivement, vu que j'achetais des crypto-monnaies, j'ai voulu comprendre un peu comment fonctionnait la blockchain, j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait autant de débats sur cette blockchain versus cette blockchain-là. Donc j'ai été contraint d'apprendre. Et le truc, c'est que les gens ont une approche encore un peu, je pense, industrielle, dans le sens où ils considèrent qu'il faut que le retour sur investissement soit linéaire. Donc ils se disent, OK, je travaille X et je suis productif de niveau K, et du coup, quand je travaille cette quantité-là, je vais recevoir KX. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui parce que je pense que les retours sur investissement, ils sont assez durs à contrôler, c'est-à-dire que tu sais pas d'où va venir la prochaine idée cool que tu vas avoir. Et la prochaine idée cool que tu vas avoir, pour la provoquer, il faut que tu te forces à confronter des idées dans des milieux auxquels tu ne pensais pas du tout. Donc, une des choses que je suis en train de faire aujourd'hui, par exemple, c'est que j'ai envie d'apprendre tous les grands concepts de toutes les disciplines. Donc, en thermodynamique, j'ai envie d'apprendre plus de choses sur l'entropie. En économie, j'ai envie d'apprendre plus de choses sur la théorie des jeux. En maths, j'ai envie d'apprendre plus de choses sur la set theory, donc la théorie des ensembles, etc., Parce que je pense qu'il y a énormément de valeur à ce que tu mélanges des disciplines auxquelles parmi lesquelles tu ferais aucun lien. Pour les idées business, il y a la version un peu brutale, algorithmique, c'est de se dire, OK, Airbnb a fait ça avec l'hospitalité, moi je vais faire la même chose avec les restaurants, je sais pas quoi. Alors que lire des choses parmi lesquelles tu ferais aucun lien et un peu attendre que la magie se passe quelque part dans ton inconscient, je pense que c'est une stratégie valeureuse. Et donc, typiquement avec l'échange de crypto-monnaies, je sais pas encore du tout comment j'ai gagné, mais je sais que je vais gagner. Je lis des choses très diverses et en fonction de ce que je lis, je me dis OK, ça c'est le prochain, exactement, ça va être le prochain problème. Donc lire le plus, passer le moins de temps possible sur les. Souvent quand je dis aux gens ouais, j'essaie de lire le plus possible, ils me demandent quel journaux je lis. J'essaie de lire de moins en moins de journaux, de presse quotidienne, etc. Parce que je pense que c'est beaucoup de bruit et très peu de signal. Et donc juste du coup lire des choses anciennes que le temps a préservé et essayer de créer des si le temps a préservé, il y a des chances que ce soit plus qualitatif. Ouais. Ou en tout cas, en fait, je fais un mix de ça et de lire des choses que les gens plus intelligents que moi sont comme beaucoup. Donc, comment tu fais pour savoir ça? J'écoute pas mal de podcasts en marchant et très souvent à la fin des podcasts, il y a des questions un peu clichés mais très pratiques pour tous les auditeurs. C'est quoi les 3 derniers livres que tu as lus ou les 3 livres que tu conseillerais à tout le monde. Et par tes 3 derniers livres, ce serait quoi? Les 3 livres que tu te dis un entrepreneur doit absolument avoir lu. Les 3 clichés qui sont vraiment utiles. Donc il y en a un qui s'appelle The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, qui est un des auteurs de Andreessen Horowitz. En management, il y en a un qui s'appelle High Output Management de André Grove, qui pour le coup est très bien. Et donc quand je dis cliché, c'est-à-dire que tout le monde est dit, mais pour des bonnes raisons. Et un dernier qui est pas mal aussi, Peter Thiel, Zero to One. Donc le premier et le troisième sont relativement récents, le deuxième un peu plus vieux. Il faut les lire parce que tout le monde les lit. Et donc t'es un peu. C'est basique. Exactement. Si tu les as pas, t'as un problème. Exactement. Si tu les as pas. Ceux qui sont plus surprenants, mais que je trouve extrêmement valorisants pour tout le monde, entrepreneur ou pas. Richard Dawkins a écrit un livre qui s'appelle The Selfish Gene, qui concrètement est de la théorie des jeux appliquée à l'évolution. C'est très cool. Ça paraît compliqué, en fait, c'est pas compliqué, c'est très approchable. J'ai trouvé ça génial. Il y a une personnalité publique un peu à l'image controversée qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb, qui a écrit Fooled by Randomness, donc il fait partie d'une série de livres qui s'appelle Incerto. C'est un livre sur le fait que les gens ont concrètement une mauvaise approche sur tout ce qui est aléatoire. Donc on a beaucoup de mal parce qu'on n'a pas été programmé pour ça. Et le troisième, c'est Practical Ethics de Peter Singer, qui est un livre je crois que c'est une dizaine de chapitres, qui traite de plein de sujets. Ça commence avec l'avortement, ça va jusqu'au changement climatique. Et ça nous montre, ça te force à challenger toutes les hypothèses que tu penses avoir liées à la moralité. Exactement, sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça te montre toutes les contradictions que tu as dans ton raisonnement. Et ça, je pense que c'est un livre vraiment essentiel pour les entrepreneurs comme pour tous les autres auditeurs. Merci à toi. Merci beaucoup.
j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.